Salut les amis et bonne année 2024. Tous mes voeux de santé, de prospérité et de réussite dans vos entreprises. Je fais cette vidéo pour vous permettre de saisir les opportunités d'emploi qui sont généralement offertes par les grandes entreprises de développement des applications sur le framework Java Spring Boot. Alors, je vais vous offrir dans le cadre de cette vidéo 2 microservices que j'ai développé avec le framework Spring Boot afin que cela puisse vous aider peu à peu à vous préparer pour dénicher un emploi stable dans une entreprise de développement. Après le générique, on commence. Une compagnie faisant dans le transport désire offrir la possibilité à ses clients de réserver les tickets de voyage en ligne et de gérer elle-même à partir d'une microbanque les comptes de ses clients. Alors, elle sollicite 2 microservices pour pouvoir gérer cela. Le premier microservice va s'occuper de créer les clients et de gérer leurs comptes. Et le second va offrir la possibilité à ses clients de réserver leurs tickets en ligne. Présentons de prime abord le microservice qui va permettre à cette compagnie de gérer les comptes de ses clients. Nous utilisons l'IDE IntelliJ pour implémenter les microservices. Alors, lorsque le projet est lancé ainsi, nous avons dans notre dossier ressources les packages suivants. Le package permettant de gérer les DTO, nous avons les entities, nous avons les enums. Ensuite, les exceptions, les mappers, les repositories. Spring Security a été implémenté sur ce projet, les services et le web. Donc ceci c'est pour exposer les ressources sur le web. Donc voilà l'organisation idéale pour les projets Spring Boot. Donc cette architecture est l'architecture la plus complète qu'il soit. Nous allons maintenant exécuter notre projet et aller le tester. Pour exécuter, nous nous rassurons au niveau de la base de données que c'est bien lancé. Le projet va automatiquement créer la base de données et les tables. Donc je lance le projet comme ceci. Voilà, lorsque le projet a fini de démarrer ainsi, nous allons vérifier au niveau de la base de données les tables qui ont été créées. Nous avons la base de données eBank qui a été créée avec 3 tables. La table Customer permettant de gérer les clients. Nous avons 3 clients. La table Bank Account permettant de gérer les comptes bancaires des clients. Et ensuite la table permettant d'effectuer des opérations sur ces comptes. Donc voilà, nous allons essayer de tester quelques requêtes dessus. On ouvre notre outil Swagger. Voilà, donc c'est comme ça. Swagger index.html. Donc voilà le lien pour ouvrir Swagger. Voilà, lorsque Swagger est lancé ainsi, nous allons tester quelques opérations. Si on veut par exemple, regardez Post Customer. Si on veut par exemple ajouter un nouveau client, vous voyez, j'ai juste besoin du nom du client. Donc si j'entre le nom du client, donc je vais d'abord essayer et j'entre les paramètres du nom du client. J'entre une adresse email. Je peux entrer n'importe quoi.
Voilà, donc c'est un peu comme si j'avais un formulaire qui est avec deux champs. Donc j'exécute ma requête et je vais vérifier. Vous voyez, ça a créé le quatrième client. Donc si on vérifie au niveau de la base de données, voilà, donc voici le client qui a été créé. Et dans le même ordre d'idée, on peut aussi effectuer quelle opération encore. On peut récupérer la liste de tous les clients qui sont enregistrés. J'exécute. Voilà, donc voilà les 4 clients. Je peux décider par exemple de supprimer le client, c'est-à-dire delete avec l'idée du client. Je peux supprimer le client que je viens de créer en entrant simplement l'id 4 et j'exécute. Voilà, on va me dire que c'est OK, que le client a été supprimé. Donc si je vérifie, là vous voyez que ça a été. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore faire comme opération? Donc je peux modifier un client avec son ID et récupérer peut-être les informations d'un client avec son ID. Si je veux récupérer le client numéro 2 par exemple, là, vous voyez c'est Eva qui est le client numéro 2. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire comme opération. Maintenant au niveau des comptes, qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple afficher la liste de tous les comptes. Vous voyez donc get account. Donc ça, si je décide d'afficher la liste de tous les comptes, j'essaye. Voilà, donc j'exécute. Qu'est-ce que ça me dit? Donc voilà la liste de tous les comptes qui ont été créés. Et je peux peut-être afficher, connaissant l'idée d'un compte. Si je connais l'idée d'un compte, je peux venir ici au niveau des comptes. Voici, je prends peut-être l'identifiant du compte aussi et je vais venir renseigner cela ici. J'exécute. Ouais, ça va me donner seulement les informations sur le compte dont l'idée est ce que j'ai spécifié. Donc voilà un peu quelques opérations qu'on peut effectuer. Maintenant, si je veux par exemple afficher les opérations d'un compte particulier, donc je viens, on va me demander d'entrer le numéro du compte. Je vais afficher 5 opérations par exemple sur le compte aussi et que ça affiche par sur une seule page. Voilà, donc voilà, ça va afficher les 5 premières opérations. Voilà les infos sur le compte et voilà les différentes transactions. 5 transactions qui ont été, les 5 premières transactions qui ont été effectuées sur le compte aussi. Donc voilà, c'est juste pour tester le fonctionnement de Spring Boot. Donc vous allez pouvoir intégrer l'outil Swagger qui est très pratique, qui est généralement lorsque vous avez déjà fini de développer vos API et vous voulez montrer comment cela fonctionne aux clients. En fait, les clients, pour tester vos API, ils utilisent généralement l'outil Swagger que vous pouvez bien documenter afin que au niveau de chacune des requêtes, que cela puisse être compréhensif. Donc voilà un peu notre application développée avec Spring Boot qui permet de pouvoir gérer et manager les comptes bancaires. Passons à présent à l'application qui va permettre à ses clients de pouvoir réserver leur ticket à distance. Alors pour commencer, nous allons démarrer notre serveur de base de données et ensuite nous accédons au gestionnaire de base de données comme ceci, localhost php myadmin. On crée la base de données intitulée Ticket Service, c'est-à-dire c'est intitulé comme ceci, Ticket Service. Voilà, donc on crée juste la base de données sans les données à l'intérieur, étant donné que lors du lancement, notre programme ou bien notre application doit créer automatiquement les tables. Donc ainsi fait, nous démarrons notre application.
L'application en démarrant va automatiquement créer les tables qui vont être alimentées avec quelques données exemples pour essayer de simuler le fonctionnement. Donc ça met un peu de temps. Voilà. Ok, donc l'application a été lancée sur le port 80. Donc nous allons nous rendre compte que les tables ont été automatiquement créées et que ces tables contiennent quelques données exemples pour nous permettre d'effectuer les simulations. Ainsi fait, nous allons ouvrir notre utilité sur Swagger pour voir exactement comment est-ce que le projet a été structuré et simuler le projet. Donc voilà ce que nous avons développé. Nous avons effectué la documentation de Swagger pour que nous puissions voir exactement les fonctionnalités qui ont été développées. Bon, nous allons effectuer des simulations. Commençons par les utilisateurs. Ici, nous pouvons afficher la liste de tous les utilisateurs. Nous avons ici la table utilisateur. Donc voici la table utilisateur qui contient juste 2 utilisateurs. Au niveau de Swagger, liste de tous les utilisateurs. Donc si je cherche à visualiser, à vérifier le fonctionnement de ceci, nous avons exactement la liste de tous les utilisateurs ici. Nous pouvons ajouter un nouveau utilisateur. Ajoutons un utilisateur. Donc je vais ajouter un utilisateur que je vais l'appeler Tess et son nom ce sera Teston et bon, on va mettre l'email test@gmail.com. donc son mot de passe on peut dire succès. Donc ça c'est juste pour tester le fonctionnement de tous les fonctionnalités de base. Donc l'utilisateur test a été créé. Donc au niveau de Swagger, on peut rechercher un utilisateur particulier. Si je viens sur rechercher by ID, j'entre juste l'identifiant. Si je cherche l'utilisateur identifié par un, j'exécute. Vous voyez la recherche par ID marche. Donc c'est l'utilisateur Thiofo Théophile qui est identifié par un. Donc je peux supprimer l'utilisateur que je viens de créer ou bien je peux modifier. Modification par ID. Si je veux par exemple modifier l'utilisateur 3 que je viens de créer tout à l'heure, je veux modifier simplement son prénom. Au lieu de Teston, je mets par exemple Daniel. À la place de son nom, je mets Tala. Et son email, je vais dire tadani @gmail.com. Ça c'est juste pour tester que les fonctionnalités de base marchent. Je peux mettre Tala Daniel comme le mot de passe. Donc lorsque c'est fait, je peux modifier l'utilisateur 3 que je viens de créer. Je teste et je vois la modification a été effectuée. Bon, supprimons cet utilisateur. Donc pour voir si toutes les fonctionnalités marchent, je supprime. Ça c'est suppression du véhicule. Donc je vais supprimer plutôt l'utilisateur. Pour la suppression, vous voyez, supprimer l'utilisateur par son ID. Donc la documentation a été bien faite. Donc je vais juste entrer l'ID de l'utilisateur 3 et j'exécute. Vous voyez, les fonctionnalités de base marchent sur la table utilisateur. Bon, maintenant nous allons simuler le fonctionnement de l'application. Étant donné un utilisateur créé comme ceci, on va par la suite créer les véhicules, les différents véhicules que l'application gère. Donc si je peux ici afficher la liste de tous les véhicules. Vous voyez, ça m'affiche la liste de tous les véhicules. Ça gère les cars. Donc voici la table véhicules ici. Voici tous les véhicules qui ont été affichés. Ça gère les cars, les bus, les trains, les avions, etc. Donc au départ, il faut d'abord entrer les différents véhicules que le réseau d'agence ou bien l'agence de transport gère. Après que ces véhicules soient entrés, on suppose que toutes ces fonctionnalités marchent. Les fonctionnalités de base pour le véhicule marchent très bien. Exactement comme pour l'utilisateur, on peut
enregistrer un nouveau véhicule. On peut rechercher par ID, on peut modifier un véhicule, on peut supprimer le véhicule. Ça marche correctement. Donc, je suppose que j'ai déjà entré les véhicules. Après avoir entré les véhicules, je dois entrer les stations, les différentes stations. C'est quoi une station? Affichons par exemple la liste de toutes les stations ici. Donc, les stations, c'est quoi par exemple? Donc, je vais dire le véhicule 1 qui est par exemple un bus. Je crée les différentes stations. Le bus par exemple numéro LT 204 va aller par exemple de Bafoussam à Yaoundé. Donc je crée une station, je peux créer une autre station du véhicule. Ça dépend de la planification qu'on va effectuer. On peut décider en semaine que tel bus va quitter de tel endroit à tel endroit. En fait, les stations, c'est simplement les endroits, les différents points que les véhicules pourront se déplacer. Et vous voyez bien, c'est avec les coordonnées géographiques. Donc ça, les coordonnées géographiques, ils vont être gérés plus tard. Donc, je crée selon le planning de la semaine, des voyages de la semaine, les différents points de départ et points d'arrivée que les différents véhicules pourront emprunter. Donc c'est ce qu'on appelle les stations avec notre application. Donc on crée les stations comme ceci. Voilà les stations. Donc que selon le planning, je sais par exemple que le véhicule 2 va quitter de la gare de Lyon à la gare de Lyon toujours. Bon, qui se trouve à la place Saint-Louis et l'autre se trouve à la rue ceci. Donc ça va se déplacer d'ici à ici. C'est dans Paris. Et ensuite, ça va encore aller ici. Donc ça veut dire qu'on pourra effectuer par exemple les voyages de la station-ci à la station-ci. Ça va faire un voyage. Donc les différents points qu'un véhicule peut emprunter, on enregistre d'abord au préalable. Ensuite, après l'avoir fait, on va maintenant créer des voyages. Donc voici des voyages maintenant. Donc si j'affiche par exemple ici la liste de tous les voyages, toutes les fonctionnalités marchent. Donc je vais simplement ici afficher la liste de tous les voyages. Essayons de voir à quoi ressemble un voyage. Voici un voyage qui a été créé quittant de la station 1 à la station 2. Donc voilà un voyage qu'on a configuré et ça aura lieu telle date à telle heure et ça va quitter d'ici à ici, c'est-à-dire de 1 à 2, de la station 1. Donc ça va quitter de la place Saint-Louis à la rue Duquette. Ça c'est un voyage qui a été configuré, qui a été au préalable configuré, et le prix du voyage sera tant, le nombre de places du bus, parce que c'est le bus, il y aura 17 places disponibles. Donc voilà comment selon le planning de l'entreprise on crée des voyages, on préconfigure des voyages comme ceci. Maintenant lorsque c'est fait, les utilisateurs pourront maintenant se connecter et réserver. Essayons de voir, le plus important c'est est-ce que la réservation marche correctement. Donc vérifions, c'est-à-dire que ça c'est les configurations préalables des administrateurs. Maintenant, après l'avoir fait, vérifions les réservations. Allons réserver par exemple. Donc je viens au niveau des réservations. Réservation c'est Booking. Donc explorons toutes les fonctionnalités liées aux réservations. Donc les réservations. Ici on peut toujours simplement afficher la liste de toutes les réservations. Ça marche très bien. Et le plus important c'est réserver. Donc voilà la liste de toutes les réservations qu'on a déjà, que les utilisateurs ont déjà effectuées. Il y a 2 réservations. Effectuons une réservation, par exemple une réservation d'un voyage. Prenons un voyage, le voyage numéro 1 qui va aller de la gare de Lyon à la rue Duquette. Et le prix ça coûte 50 francs. Moi je veux par exemple réserver 2 places de ce voyage là. Il y a 17 places au total disponibles. Donc lorsqu'on va réserver, on va se rassurer que ça a mis à jour ici. Allons réserver. Donc je viens ici, je teste
l'API de réservation, si je viens ici sur créer, permet de créer et de réserver les billets. Donc je viens réserver un billet ici. Donc vous voyez, c'est bien détaillé, la documentation est détaillée, ça explique exactement ce que la fonctionnalité fait. Donc try now, réservons. Moi, l'utilisateur 1 qui s'appelle Théophile, réserve le voyage 1. Dans ce voyage, il y a 17 places. Number of places, donc je réserve 2 places. Ici, le prix total, tout ça sera généré, c'est calculé automatiquement par l'application. Donc c'est juste les informations aussi qu'on va demander à l'utilisateur. Ça, c'est une information provenant de la session. Donc l'utilisateur n'aura pas besoin d'entrer ça. Il va juste entrer 2 choses. Tu réserves quel voyage et combien de places? 2 places. Donc j'appuie sur exécuter. Quand j'ai appuyé sur exécuter, la réservation a été effectuée. Regardez, 200. La réservation a été effectuée. Allons vérifier au niveau de Booking. Voilà, donc voici la réservation que je viens d'effectuer. 2 places. Et ça m'a coûté 100 francs. Parce que c'est 50 francs une place. Ça, c'est juste une réservation qui n'a pas encore été confirmée. C'est lorsque je vais payer effectivement. C'est-à-dire réserver en payant directement avec ma carte bancaire ou bien que ça va me mettre à Yes ici. Donc il me faut intégrer les API de paiement pour que ça, c'est juste une réservation sans confirmation. Les administrateurs pourront voir les réservations et pourront confirmer. Ou bien la confirmation peut s'effectuer via le paiement en ligne directement. Donc essayons de voir au niveau des voyages. Essayons de voir au niveau des voyages si cela a été mis à jour. Donc j'ai réservé 2 places. C'était 17 places. Vous voyez, il reste maintenant 15 places. Donc ça marche très bien. Et c'est 50 francs. Donc vous voyez un peu ce que ça veut dire réserver. Donc les clients peuvent réserver comme ça. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine.